Ma mère a déposé mon fils en pleurs à ma porte avec une boîte emballée et un seul avertissement, dis à ta mère de ne pas faire de scandale. Il tremblait quand il me l'a donnée. Dès la seconde où je l'ai ouverte, j'ai appelé la police. Puis mon mari est entré, 2 agents se tenaient à l'intérieur, son visage a pâli. La police? Que s'est-il passé? Je m'appelle Daphné Morel. J'ai 35 ans. Et le jour où ma mère a laissé mon fils en pleurs à ma porte a été le jour où j'ai enfin compris que certains cadeaux ne sont pas censés vous surprendre. Ils sont censés vous avertir. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu 3 petits coups. Pas assez forts pour être ceux d'un adulte. Pas assez calmes pour être normaux. Quand j'ai ouvert la porte, mon fils se tenait sur le porche, le visage mouillé, les épaules tremblantes, et une boîte emballée pressée contre sa poitrine comme s'il avait peur qu'elle ne tombe et n'explose. La voiture de ma mère tournait déjà au coin de la rue. Elle n'avait pas attendu de voir si j'ouvrais la porte. Elle n'avait pas appelé. Elle ne l'avait même pas raccompagné à l'intérieur. Je l'ai tiré dans la maison et je lui ai demandé s'il était blessé, mais il a seulement secoué la tête et m'a tendu la boîte des 2 mains. Puis il a chuchoté, elle a dit de te dire de ne pas faire de scandale. Quelque chose s'est glacé dans ma poitrine. La boîte était trop parfaitement emballée. Du papier sombre, un ruban blanc, le genre d'emballage soigné qui rendait la chose encore plus anormale. J'ai assis mon fils sur le canapé, j'ai vérifié ses bras, son visage, ses mains, et je lui ai dit qu'il était en sécurité. Mais il continuait de fixer cette boîte comme si elle l'avait suivi jusqu'à la maison. Quand je l'ai ouverte, j'en ai vu assez pour savoir qu'il ne s'agissait plus d'une dispute familiale. Il y avait des morceaux de quelque chose que mon fils adorait, un mot avec mon nom dessus, des photos qui n'auraient pas dû exister, et un petit objet caché à l'intérieur qui a fait trembler mes mains. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la police avant d'appeler qui que ce soit d'autre. Au moment où mon mari a franchi la porte, 2 agents se trouvaient dans notre salon. Mon fils était enveloppé dans une couverture et la boîte ouverte était posée sur la table entre nous. Mon mari a regardé les agents, puis m'a regardé, et son visage a pâli. La police. Que s'est-il passé? Avant que je ne vous dise ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte et pourquoi ma mère pensait pouvoir me réduire au silence par la peur, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait aujourd'hui. Fait-il calme dehors ou avez-vous l'impression qu'une tempête se prépare, vous aussi? Reniflement, restez avec moi jusqu'à la fin, car c'est l'histoire du jour où j'ai arrêté de protéger l'image d'une famille qui était prête à utiliser mon enfant pour me contrôler. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas traité cette boîte comme un malentendu dramatique, vous devez comprendre de quel genre de famille je viens. J'ai grandi à Savannah, en Géorgie, dans une maison qui paraissait chaleureuse depuis le trottoir et devenait froide une fois la porte d'entrée fermée. Ma mère, Marbel Voss, était le genre de femme que tout le monde en ville pensait connaître. Elle possédait une petite entreprise de planification d'événements, organisait des banquets d'église, des déjeuners de charité, des fêtes prénatales et des mariages, et les gens la qualifiaient de gracieuse et généreuse. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'à la maison, elle utilisait ce même don pour organiser les gens, eux aussi. Elle savait où placer la culpabilité, quand assombrir la joie de quelqu'un, et comment envelopper son contrôle dans des mots assez doux pour que les personnes extérieures les prennent pour de l'inquiétude. Mon beau-père, Russell Voss, était un courtier en immobilier avec une voix raffinée, des chaussures chères, et la réputation de connaître tous les gens qui comptaient. Il ne claquait pas les portes et ne criait pas en public. Il n'en avait pas besoin. Russell pouvait détruire votre confiance avec une seule phrase calme, puis sourire au dîner comme s'il n'avait fait que donner un conseil. Quand j'étais enfant, l'amour dans notre maison venait toujours avec des conditions. Si je rendais ma mère fière, elle me présentait comme sa brillante fille. Si je n'étais pas d'accord, elle disait que je faisais honte à la famille. Si je pleurais, Russell me disait que les émotions n'étaient utiles que lorsqu'elles aidaient à gagner. J'ai appris très tôt que la paix signifiait l'obéissance. C'est probablement la raison pour laquelle je suis devenue coordinatrice de crise dans un centre de défense des enfants. Chaque jour, je travaillais avec des enfants qui avaient appris à se faire tout petits autour des adultes censés les protéger. Je savais à quoi ressemblait la peur quand elle n'avait pas d'ecchymose. Alors, quand mon propre fils est rentré à la maison en tremblant avec cette boîte, je n'ai eu besoin de personne pour me dire que quelque chose n'allait pas. Je le savais quand j'ai épousé Jonah Morel, ce que ma mère appelait une erreur pratique avec un emballage émotionnel. Jonah ne venait pas de l'une des vieilles familles de Savannah. Il n'était ni avocat, ni médecin, ni un homme dont Russell pouvait se vanter au club de la ville.
Il était technicien en énergie solaire et avait gravi les échelons grâce à de longues journées de travail, des cours du soir et une décence obstinée. Il réparait les choses sans en faire un spectacle. Il m'aimait d'une manière qui ne ressemblait pas à un test. Cela seul rendait ma mère méfiante. Après la naissance de notre fils Théo, la déception de Marbel s'est transformée en quelque chose de plus tranchant. Elle critiquait son école, ses vêtements, sa boîte à repas, son heure de coucher. La façon dont Jonah le laissait construire des maquettes de bateaux sur la table de la cuisine, et la façon dont je l'encourageais à poser des questions au lieu de forcer l'obéissance. Russell aimait dire que les garçons avaient besoin de caractère, mais ce qu'il voulait dire, c'est que les garçons devaient respecter l'autorité avant d'apprendre à se faire confiance. Au moment où Théo a eu 8 ans, j'avais réduit les contacts avec eux aux anniversaires, aux jours fériés et à de courtes visites que je pouvais superviser. Ils n'avaient pas le droit d'aller le chercher à l'école, de le punir, ou de l'emmener n'importe où sans me dire exactement où ils allaient. Marbel jouait les femmes blessées à chaque fois que je répétais ses limites, mais elle les respectait car elle tenait toujours à passer pour une grand-mère aimante. Puis Jonah a reçu une offre à Burlington, dans le Vermont. Il s'agissait d'un poste de gestion de projet avec de meilleurs horaires, un meilleur salaire, et une chance pour Théo de grandir sans que mes parents ne transforment chaque choix familial en procès public. Quand nous le leur avons annoncé, je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais à ce que ma mère s'essuie les yeux et dise que je l'abandonnais. Je ne m'attendais pas à ce que Russell se penche en arrière, fixe Jonah et dise « Vous n'emmenez pas ce garçon à l'autre bout du pays sous prétexte que vous avez eu de la chance avec une offre d'emploi. » Théo s'est figé à côté de moi. Marbel a attrapé sa main comme pour le réconforter, mais ses yeux sont restés fixés sur moi. Puis elle a dit « Daphné, la place d'un enfant est près des personnes qui ont rendu sa famille possible. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils ne pleuraient pas la distance. Ils perdaient leur accès. Et ce genre de personnes ne lâche pas prise sans essayer de faire payer quelqu'un. Pendant 3 jours après ce dîner, mon téléphone est resté silencieux. Et d'une certaine manière, ce silence semblait plus dangereux que la dispute. Marbel avait toujours cru qu'une bonne excuse n'était pas une question de regret. C'était une question de timing. Alors, quand son premier message est arrivé, je l'ai lu 2 fois avant de répondre. Elle a envoyé une photo de Théo à 4 ans, assis sur les marches de son Porsche avec un bâtonnet glacé fondu sur le menton, et a écrit « Je ne veux pas qu'il se souvienne de nous avec tristesse ». Puis est venu un autre message, puis un autre. Il lui manquait. Elle l'aimait. Elle était fière du garçon qu'il devenait. Russell a laissé un message vocal à Jonah, disant qu'il avait peut-être parlé avec trop de véhémence et que les hommes réagissaient parfois mal quand la famille changeait. Ces mots semblaient raisonnables, mais je connaissais Russell depuis trop longtemps pour confondre la stratégie avec l'humilité. Pourtant, Théo avait 8 ans, et les enfants ne portent pas l'histoire des adultes de la même manière. Il se souvenait des gâteaux d'anniversaire, des bateaux à voile en jouets, et des matins de Noël où tout le monde jouait si bien le bonheur que même moi j'y croyais presque. Quand Marbel a demandé un dernier brunch d'adieu, j'ai dit non. Au début, elle n'a pas discuté. Elle a seulement dit qu'elle comprenait, a attendu un jour, puis a envoyé un message vocal. Sa voix tremblait juste ce qu'il fallait. Elle disait qu'elle savait qu'elle n'avait pas toujours respecté mes choix, mais qu'elle ne pouvait pas supporter que Théo quitte Savannah en pensant que sa grand-mère n'avait pas voulu lui dire au revoir. Théo en a entendu une partie depuis le couloir, et ce soir-là, il a demandé s'il pouvait les voir une dernière fois. Il avait construit un petit bateau en bois avec Jonah, un modèle simple avec une coque bleue et une voile en papier blanc, et il voulait le leur donner avant notre déménagement. Sur la voile, il avait écrit « Nouvelle maison, même famille ». J'ai regardé ces mots et j'ai senti quelque chose se serrer à l'intérieur de moi. Les enfants peuvent être tellement généreux avec des gens qui ne l'ont pas mérité. J'ai appelé ma meilleure amie, Kira Nolan, avant de répondre à ma mère. Kira travaillait comme conseillère dans le même centre de défense des enfants où je gérais les admissions en cas de crise, et elle avait ce genre de voix posée qui pouvait faire asseoir la panique pendant 1 minute. Je lui ai tout raconté. Kira ne m'a pas dit que j'avais tort de l'envisager. Elle a seulement dit « Mets les limites par écrit et ne les rends pas émotionnelles. Rends-les claires. » C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message à Marbel pour lui dire que Théo ne pourrait venir au brunch que pendant 90 minutes. Elle irait le chercher et le ramènerait à notre porte d'entrée. Il garderait son téléphone dans sa poche. Pas d'arrêt surprise, pas d'autres adultes, pas de discussion sur la garde, les tribunaux, le déménagement ou sur le fait de savoir si Théo voulait rester à Savannah,
aucune critique envers moi ou Jonah, et aucune demande à Théo de garder des secrets. S'il voulait rentrer à la maison plus tôt, elle le ramènerait immédiatement. Je m'attendais à de la résistance. Au lieu de cela, elle a répondu, bien sûr, ma chérie. Tout ce qui te met à l'aise. Russell a répondu 10 minutes plus tard avec, nous voulons juste un adieu paisible. Jonah a lu les 2 messages et a dit, je déteste la façon dont ils font paraître cela si facile. Je détestais ça, moi aussi. Mais Théo a passé la nuit à emballer soigneusement le petit bateau dans du papier de soie, excité et nerveux, demandant si grand-mère allait pleurer en le voyant. Je lui ai dit que les adultes étaient responsables de leurs propres sentiments. Le lendemain matin, Marbelle est arrivée à exactement 10 heures. Elle portait un pull crème, des boucles d'oreilles en perles, et l'expression douce qu'elle utilisait quand les voisins pouvaient la regarder. Russell était assis sur le siège passager et n'est pas descendu. Théo m'a serré dans ses bras 2 fois avant de partir. J'ai vérifié que son téléphone était dans sa poche. Marbelle a promis qu'elle le ramènerait à la maison avant midi. Alors que la voiture s'éloignait, Théo s'est retourné et a fait un signe de la main depuis la banquette arrière avec la petite boîte du bateau sur ses genoux. Je lui ai rendu son signe, mais mon estomac était lourd. Jonah était parti vérifier l'équipement pour sa dernière semaine de travail, alors j'étais seul quand je suis retourné dans la cuisine. J'ai emballé des tasses, scotché des boîtes de nourriture, répondu à 2 courriels, et vérifié mon téléphone toutes les quelques minutes. À 10h30, Marbelle a envoyé une seule photo de Théo à la table de leur salle à manger. Il souriait, mais le sourire avait l'air crispé. J'ai envoyé un message, s'il vous plaît, rappelez-lui qu'il peut m'appeler à tout moment. Elle a répondu, il va bien. À 10h47, j'ai appelé Théo. Je suis tombé sur la messagerie vocale. À 10h52, je tendais la main pour prendre mes clés quand j'ai entendu frapper à la porte. Des coups petits, rapides, effrayés, et quand j'ai ouvert, mon fils se tenait là, seul. Théo n'est pas entré à l'intérieur tant que je n'ai pas tendu les bras vers lui. C'est la première chose qui m'a effrayé. Mon fils n'avait jamais eu peur de rentrer dans sa propre maison. Il se tenait sur le porche, les joues mouillées et les lèvres serrées, tenant une boîte emballée contre sa poitrine des 2 mains. L'une de ses baskets était défaite. Sa veste était mal fermée, coincée à mi-hauteur sur sa chemise. Derrière lui, la voiture de Marbelle tournait déjà au bout de notre rue. Elle ne l'avait pas accompagné jusqu'à la porte. Elle ne m'avait pas attendu. Elle n'avait même pas vérifié si j'étais à la maison avant de le laisser là. J'ai tiré Théo à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Il a tressailli au son du pêne dormant. Je voulais courir après sa voiture. Je voulais l'appeler et hurler jusqu'à ce que tous les voisins sortent. Mais Théo me regardait et j'ai compris quelque chose que chaque parent devrait comprendre. Lorsqu'un enfant a été effrayé, votre réaction fait partie de sa sécurité. Alors j'ai baissé la voix. Je me suis agenouillé devant lui et j'ai demandé si quelqu'un l'avait frappé. Il a secoué la tête. J'ai demandé si quelqu'un l'avait touché d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Il a de nouveau secoué la tête. J'ai demandé s'il avait mal quelque part. Il a chuchoté, non, mais grand-mère a dit que tu serais en colère. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire qui me mettrait en colère contre lui. Ses yeux se sont posés sur la boîte. Elle était enveloppée dans du papier bleu foncé avec un ruban blanc noué trop serré. Ma mère avait toujours été douée pour emballer magnifiquement des choses horribles. J'ai posé la boîte sur la table basse, j'ai guidé Théo vers le canapé et je l'ai enveloppé dans une couverture. Je lui ai dit que nous n'avions pas besoin de parler tant qu'il n'était pas prêt. Il a fixé ses mains pendant un long moment. Puis il a dit, le brunch était normal au début. Grand-mère a fait des gaufres. Russell a posé des questions sur l'école. Ils lui ont donné du jus d'orange dans le verre avec le petit poisson dessus, celui qu'il aimait quand il était plus petit. Théo a dit qu'il leur a donné le bateau après qu'ils ont mangé. Il en avait été fier. Marbelle a commencé à pleurer dès qu'elle a vu les mots. Au début, Théo pensait que c'était des larmes de joie. Puis Russell a ramassé le bateau et a demandé, « Alors, tu as hâte de nous laisser derrière toi ?» Théo lui a dit qu'il ne laissait personne derrière lui. Il déménageait simplement avec ses parents. Russell a dit que les enfants ne savaient pas toujours quand leurs parents faisaient des choix égoïstes. Marbelle a dit à Théo que j'avais toujours été difficile, que je n'avais jamais compris la loyauté familiale, et que Jonah me remplissait la tête d'idées parce qu'il voulait nous isoler.
Théo a dit qu'il avait essayé de changer de sujet. Il a demandé s'il voulait voir la carte qu'il avait dessinée de notre trajet en voiture jusqu'au Vermont. C'est à ce moment-là que Russell a pris le papier et l'a regardé comme si cela l'avait insulté. Il a demandé pourquoi Théo avait marqué la nouvelle maison avec une étoile mais n'avait pas marqué la maison de grand-mère comme étant son foyer. Théo a répondu que c'était parce que la maison de grand-mère n'était pas l'endroit où il vivait. Russell a cassé la petite voile en papier du bateau d'un coup sec. Théo a dit que le bruit était infime, mais qu'il lui a semblé fort. Marbel lui a dit de ne pas pleurer parce que les garçons qui pleuraient faisaient croire aux adultes qu'ils étaient maltraités. Puis elle a ouvert un tiroir et en a sorti des photographies. La voix de Théo s'est faite plus petite quand il m'en a parlé. Une photo le montrait devant la grille de l'école. Une autre le montrait entrant dans son cours de piano. Une autre le montrait assis dans la camionnette de Jonah à l'extérieur du supermarché, mangeant des frites dans un sac en papier. Aucune de ces photos n'avait été prise par moi. Aucune n'avait été envoyée à ma mère. Théo a dit que Russell a tapoté une photo et lui a dit « Nous savons toujours où tu es, mon grand. » C'est ce que fait la famille. Marbel a dit « Ta mère pense que la distance la rendra puissante, mais elle oublie que nous avons des yeux, nous aussi. » Théo s'est mis à pleurer. Puis il a dit qu'il avait demandé à m'appeler, mais Marbel lui a dit qu'il était dramatique et que je ne ferais que faire un scandale. Russell a quitté la pièce et est revenu avec la boîte emballée. Le bateau cassé avait disparu de la table. Théo a demandé où il était. Russell a placé la boîte dans ses mains et a dit « Donne ça à ta mère. Dis-lui que c'est la dernière chance de se rappeler à quelle place elle appartient. » Marbel a aidé Théo à mettre sa veste, mais elle l'a fait si vite que la fermeture éclair s'est mal coincée. Dans la voiture, Théo a pleuré pendant tout le trajet du retour. Ma mère ne l'a pas réconforté. Elle a seulement dit « Dis à ta mère de ne pas faire de scandale. » Puis, juste avant de le faire descendre sur le trottoir, elle s'est penchée en arrière et a dit « Si elle a assez peur, peut-être qu'elle finira par écouter. » Théo m'a regardé après avoir dit cela et a chuchoté « Est-ce que je vais avoir des problèmes parce que je te l'ai dit ?» J'ai pris son visage dans mes mains et j'ai dit « Non, mon chéri. Tu es en sécurité parce que tu me l'as dit. Les adultes ne devraient jamais forcer les enfants à porter la peur à leur place. » Puis ses yeux sont retournés vers la boîte et il a dit « Je crois qu'il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur. » J'ai déplacé la boîte de la table basse au comptoir de la cuisine parce que je ne voulais pas que Théo s'assoie près d'elle. Puis j'ai envoyé un message à Kira d'une main tremblante. Viens maintenant. Il s'est passé quelque chose avec ma mère. Je n'ai pas appelé Marbel. Je n'ai pas appelé Russell. Une partie de l'ancienne moi voulait des réponses. Mais la mère en moi savait que les réponses pouvaient attendre. L'épreuve, non. Au travail, j'avais aidé des familles à traverser suffisamment d'urgence pour savoir que les personnes qui franchissent les limites comptent souvent sur la panique pour effacer leurs traces. Alors avant de dénouer le ruban, j'ai pris des photos. La boîte de face, la boîte de côté, le nœud. La façon dont les empreintes digitales de Théo s'étaient imprimées dans le papier parce qu'il l'avait tenu si fort. Puis j'ai dit à Théo de rester sur le canapé, de mettre ses écouteurs et de regarder le documentaire animalier qu'il adorait. Il a demandé si la police allait venir. Je n'avais pas encore prononcé le mot police, mais les enfants ressentent la vérité avant que les adultes ne la disent. Je lui ai répondu que je ne savais pas encore, mais que mon travail était de le garder en sécurité. Le ruban s'est détaché trop facilement. Le papier en dessous était lisse et cher. À l'intérieur se trouvait une boîte en carton blanc avec mon nom écrit sur le couvercle avec l'élégante écriture de Marbel. Daphné, rien d'autre. La première chose que j'ai vue était le bateau en bois, ou ce qu'il en restait. La coque bleue avait été fissurée au milieu. La voile était déchirée en deux. Les mots « nouvelle maison », même famille étaient encore visibles, mais quelqu'un avait tracé une épaisse ligne noire sur même famille. J'ai couvert ma bouche avant que Théo ne puisse entendre le son que j'ai fait. Sous le bateau se trouvait son petit carnet vert, celui qu'il avait laissé chez Marbel 2 mois plus tôt. Il l'avait utilisé pour faire de petites cartes, des itinéraires de trésors, des îles imaginaires, et noter des noms d'endroits qu'il voulait visiter un jour. Je l'ai ouvert et j'ai senti mon estomac se retourner. Plusieurs pages avaient été remplies avec une écriture qui n'était pas la sienne. Les phrases étaient écrites comme un enfant pourrait les dire, mais les mots étaient faux. Maman m'oblige à quitter les gens que j'aime. Papa dit que grand-mère est méchante. J'ai peur quand maman se met en colère.
Il y avait des dates à côté de certaines des phrases comme si quelqu'un avait essayé de créer un dossier, un faux dossier. Sous le carnet se trouvaient 3 photographies. Théo à l'école, Théo devant son cours de piano, Théo avec Jonah dans le parking. Les angles m'ont glacé le sang. Quiconque les avait prises ne s'était pas tenu ouvertement. Ils avaient observé de loin. Au fond de la boîte se trouvait un petit appareil noir pas plus grand qu'un briquet, scotché à l'intérieur de la coque brisée du bateau. Et à côté, il y avait une clé USB avec une étiquette blanche qui disait « Pour le juge ». La dernière chose dans la boîte était une lettre pliée. Je l'ai dépliée par le coin. Elle disait « Daphné, ne réagis pas de manière excessive. Théo mérite la stabilité, pas une mère qui fuit et qu'elle ne peut pas assumer ses responsabilités. Nous avons assez d'éléments pour prouver que toi et Jonah faites des choix imprudents. Si tu forces ce déménagement, les gens apprendront ce qui se passe dans ta maison quand personne ne regarde. Réfléchis bien avant de détruire cette famille. Je l'ai lu 2 fois parce que mon esprit refusait d'accepter que ma mère ait emballé ces mots et les ait placés dans les mains de mon enfant. Kira est arrivée pendant que je me tenais encore là. Elle a vu la boîte, a vu mon visage et a fermé la porte derrière elle. J'ai pointé le comptoir et j'ai dit, ils l'ont forcé à ramener ça à la maison. Kira n'a rien touché. Elle a regardé les photos, le carnet, la clé USB, l'appareil, puis a dit, appelle la police. Pas eux. Pas Jonah d'abord. La police. J'ai appelé le 911 parce qu'il y avait des photos de mon enfant prises dans des endroits où mes parents n'avaient pas le droit d'être, un possible appareil d'enregistrement, une menace concernant le tribunal, et un enfant de 8 ans terrifié dans mon salon. Le dire à voix haute m'a donné l'impression que l'histoire appartenait à quelqu'un d'autre. La répartitrice a gardé une voix calme. Elle a demandé si mes parents étaient toujours dans les parages. J'ai répondu que je ne savais pas. Cela m'a effrayé plus que de dire oui. Pendant que nous attendions, Kira s'est assise avec Théo et l'a aidé à respirer. Lorsque l'agent Malik Brenet est arrivé avec l'agente Denise Arlot, je m'attendais à au moins un moment de doute, le genre de doute que les gens montrent parfois lorsque les violences familiales ne ressemblent pas à une fenêtre brisée ou à une lèvre en sang. Mais l'expression de l'agent Brenet a changé à la seconde où il a vu les photographies. Il a demandé si Marbel ou Russell avaient l'autorisation d'être à l'école de Théo, au studio de piano ou près de notre maison. J'ai répondu non. L'agente Arlot a demandé si elle pouvait parler à Théo pendant que je m'asseyais à côté de lui. Elle ne l'a pas dominé de toute sa hauteur. Elle s'est assise par terre près du canapé et a posé des questions douces qui ne le poussaient pas à aller plus vite qu'il ne le pouvait. Théo lui a parlé du bateau, des photos, du trajet en voiture et de l'avertissement. Quand il a répété la phrase de Marbel sur le fait de m'effrayer suffisamment pour que j'écoute, l'agent Brenet l'a noté lentement. Ils n'ont pas branché la clé USB. Ils n'ont pas allumé l'appareil. L'agent Brenet a dit que les deux devraient être manipulés avec précaution et documentés. Puis j'ai entendu la camionnette de Jonah se garer dans l'allée. Je ne lui avais envoyé que 3 mots après avoir appelé le 911. Rentre à la maison maintenant. Il est entré, portant sa veste de travail, avec son téléphone toujours à la main. Il a vu 2 agents, Kira à côté de Théo et la boîte ouverte sur le comptoir de la cuisine. Son visage a pâli avant même que je ne prononce un seul mot. Il a regardé l'agent Brenet puis moi et a demandé, la police. Que s'est-il passé? Mais la peur dans ses yeux m'a dit autre chose. Il reliait cela à quelque chose que je ne savais pas encore. Jonah s'est d'abord dirigé vers Théo. Même avec la police dans la maison, même avec mon visage qui lui disait probablement que le monde avait basculé, il est allé vers notre fils avant de demander une explication. Théo a tendu les bras vers lui et a craqué de nouveau. Jonah s'est agenouillé, l'a serré dans ses bras et a chuchoté qu'il était à la maison, qu'il était en sécurité et que personne ne l'emmenait nulle part. L'agent Brenet a attendu que Théo soit avec Kira dans la petite salle avant de demander à Jonah s'il savait quoi que ce soit qui pourrait expliquer la menace dans la boîte. Jonah m'a regardé et la culpabilité a traversé son visage. Il a dit, « Russell est venu à mon travail ce matin. » La pièce est devenue silencieuse. Jonah nous a raconté que Russell l'avait attendu près de l'entrée des employés de l'installation solaire vers 8h15. Il n'avait pas crié. Russell était trop prudent pour ça. Il a demandé à Jonah de marcher avec lui, puis lui a dit que le fait de déménager Théo au Vermont soulèverait des questions. Il a dit que les hommes ayant des antécédents stressants devraient faire attention à ne pas entraîner d'enfants dans des situations instables. Ma poitrine s'est serrée parce que je savais exactement de quels antécédents il parlait.
4 ans plus tôt, Jonah avait été blessé lors d'un accident sur un chantier lorsqu'une poutre de soutien était tombée trop tôt et avait écrasé une partie de sa jambe. Son corps avait guéri, mais pendant des mois par la suite, il a lutté contre des crises de panique à proximité de machines bruyantes et d'espaces clos. Il a cherché de l'aide. Il a suivi une thérapie. Il a fait tout ce que les gens sont censés faire quand la vie brise quelque chose en eux. C'était privé et cela appartenait depuis longtemps au passé. Marbel le savait parce que je le lui avais raconté en toute confiance à l'époque où je croyais encore que ma mère pouvait accueillir ma douleur sans la transformer en arme. Jonah a dit que Russell avait mentionné des détails qu'il n'aurait pas dû connaître. Le nom de la clinique où Jonah était allé pour une thérapie le mois où il avait repris le travail. Une phrase que Jonah m'avait dite dans notre chambre lors d'une de ses pires nuits, disant qu'il craignait parfois d'échouer en tant que mari parce que je devais être forte pour nous deux. Cette phrase n'avait jamais été écrite nulle part. Elle n'avait jamais été prononcée devant Marbel. L'agent Brené a regardé vers la boîte où se trouvait l'appareil noir à côté de la clé USB. Jonah a continué. Russell lui a dit que les tribunaux respectaient la stabilité, et que si nous insistions pour déménager, les bonnes personnes pourraient avoir besoin de vérifier si Théo était en sécurité avec une mère qui travaillait entourée de traumatismes toute la journée et un père avec des antécédents d'anxiété. Jonah a dit qu'il voulait me le dire en personne, mais qu'il ne voulait pas m'effrayer au téléphone alors que Théo était encore avec ma mère. Il pensait que Russell bluffait. Puis il a vu la police et a su que ce n'était pas le cas. Avant que je ne puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. 3 coups secs, confiant et en colère. L'agent Brené a fait signe à tout le monde de rester où ils étaient. J'ai regardé par la fenêtre latérale et j'ai vu Russell sur le porche avec Marbel derrière lui. Le visage de Marbel était déjà mouillé. Pas par culpabilité, je le savais, mais par préparation. L'agent Brené a ouvert la porte à moitié et est sorti le premier. Russell a essayé de regarder par-dessus son épaule. Il a dit, c'est une affaire de famille. L'agent Brené a dit qu'il y avait un signalement actif impliquant un enfant et un harcèlement possible, et qu'il devait rester à l'extérieur à moins d'être invité à entrer. Russell a souri comme si un homme plus jeune n'avait pas réussi à reconnaître son importance. Il a dit, je sais comment ces choses fonctionnent, agent. Ma femme et moi sommes respectés dans cette communauté. L'agent Brené n'a pas bougé. Marbel a commencé à pleurer plus fort et à appeler mon nom. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que Théo soit effrayé. Elle a dit qu'il était sensible, qu'il avait mal compris une conversation d'adulte, que je l'avais entraîné à avoir peur d'eux. Je me suis avancé dans l'encadrement de la porte derrière l'agent Brené et j'ai dit, vous l'avez déposé sur le trottoir, en sanglots avec une boîte pleine de menaces. Marbel a mis sa main sur sa poitrine. Elle a dit, des menaces? Daphné. Non, c'était un message. Russell est intervenu et a dit qu'ils étaient des grands-parents inquiets. Il a dit que les photos prouvaient qu'ils étaient attentifs, pas dangereux. Il a dit que l'appareil était inoffensif, juste quelque chose pour s'assurer que Théo était en sécurité si nous l'emmenions dans un endroit inconnu. L'agent Brené a demandé pourquoi un appareil de sécurité inoffensif avait été caché à l'intérieur d'un jouet cassé et renvoyé à la maison avec une lettre parlant du tribunal. La mâchoire de Russell s'est contractée. Il a répondu, parce qu'elle refuse d'écouter à moins qu'on ne la force à faire face à la réalité. Puis l'agent Brené a demandé à Marbel si elle avait dit à Théo de me dire de ne pas faire de scandale. Marbel a regardé Russell avant de répondre. Elle a dit, j'ai peut-être dit quelque chose comme ça parce que Daphné fait toujours empirer les choses. Je lui ai demandé si elle avait montré à mon fils des photographies prises sans ma permission. Elle a dit, nous voulions seulement qu'il comprenne que la famille ne disparaît pas simplement parce qu'on déménage. J'ai demandé si elle l'avait forcé à porter une boîte qui l'avait effrayé. Sa voix s'est élevée et les larmes se sont arrêtées. Nous l'avons seulement effrayé parce que tu ne voulais pas nous écouter. Kira a fermé les yeux. Jonah a prononcé mon nom doucement, mais je n'ai rien eu besoin de dire. L'agent Brené l'avait entendu. L'agent Tarlot l'avait entendu. Les 2 agents l'ont noté. Russell s'est tourné vers Marbel et lui a dit d'arrêter de parler. Pendant une seconde, j'ai vu l'ancien schéma de mon enfance se tenir sur mon porche. Il ordonnait. Elle se pliait. J'avais l'habitude de me plier, moi aussi. Plus maintenant. L'agent Brené leur a dit de quitter la propriété et les a avertis que tout autre contact pourrait aggraver la situation. Russell a essayé de discuter.
il a dit qu'il avait des droits en tant que grand-père. L'agent Brenet a dit, pas celui d'effrayer un enfant, monsieur. Après leur départ, la maison a semblé trop silencieuse. Théo est sorti de la petite salle et a demandé si grand-mère était en colère. Jonah l'a soulevé dans ses bras et a dit, les sentiments de grand-mère ne sont pas ton problème. Cette nuit-là, nous avons changé les serrures. Même si Marbel et Russell n'avaient pas les clés, je les ai retirés de tous les formulaires scolaires, contacts médicaux, liste de personnes autorisées à venir le chercher, et dossiers d'urgence. Kira m'a aidé à sauvegarder des captures d'écran, des messages vocaux, des journaux d'appel, et les messages où Marbel avait accepté chaque règle du brunch qu'elle a ensuite enfreinte. Le lendemain matin, l'agent Brenet a envoyé le numéro de rapport et Kira nous a mis en contact avec Adrienne Holt, une avocate spécialisée en droit de la famille qui avait déjà traité des ordonnances de protection impliquant des membres de la famille élargie. Nous avons déposé une demande de protection d'urgence. Je détestais mettre par écrit ce que Théo avait dit. Je détestais que la peur de mon enfant doive devenir de la paperasse. Mais Adrienne a dit quelque chose auquel je me suis accroché, la documentation n'est pas de la cruauté. C'est ainsi que la vérité survit au déni. 2 jours plus tard, ma tante Céleste Voss a appelé et a dit que Marbel avait raconté aux parents que j'avais perdu le contrôle, que Jonah m'isolait, que Théo avait été manipulé pour mentir. J'ai accepté une seule réunion de famille chez Céleste, non pas pour faire la paix, mais pour dire la vérité une bonne fois pour toutes devant des témoins. Russell est arrivé vêtu d'un blazer bleu marine comme s'il assistait à un déjeuner d'affaires. Marbel est arrivée pâle et tremblante, mais elle me regardait toujours comme si elle s'attendait à être réconfortée. Je ne l'ai pas fait. Russell a commencé par un discours sur la loyauté familiale et la cruauté d'éloigner des grands-parents d'un enfant. Je l'ai laissé parler. Puis Jonah a fait jouer l'enregistrement de la sonnette de notre porche d'entrée, montrant Théo debout tout seul avec la boîte pendant que la voiture de Marbel s'éloignait. Kira a placé des photos imprimées du bateau cassé, des pages du carnet, des photos de surveillance, et le numéro du rapport de police sur la table. Adrienne a calmement expliqué que la clé USB et l'appareil faisaient désormais partie des preuves en cours d'examen. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis Céleste a regardé Marbel et a demandé, « Avez-vous vraiment forcé ce petit garçon à porter cela ?» Marbel a recommencé à pleurer, mais cette fois, personne n'a bougé pour la réconforter. Russell a frappé du poing sur la table et a dit, « C'est mon petit-fils. » Je me suis levé. Ma voix tremblait, mais elle ne s'est pas brisée. « Non, c'est mon enfant, et vous n'avez pas le droit de l'effrayer et d'appeler ça de l'amour. » C'est à ce moment-là que leur pouvoir au sein de la famille s'est brisé. Non pas parce qu'ils ont tout avoué. Les gens comme eux le font rarement. Il s'est brisé parce que tout le monde a enfin vu ce à quoi j'avais survécu derrière des portes closes. L'ordonnance de protection temporaire a d'abord été accordée, puis prolongée après que le tribunal ait examiné le rapport, les messages, les images de la sonnette, les photographies, la déclaration de Jonah concernant la menace sur le lieu de travail, et le récit de Théo sur le brunch. Marbel et Russell n'ont plus eu le droit de contacter Théo, de venir chez nous, de s'approcher de son école, d'assister à ses activités, d'envoyer des cadeaux par l'intermédiaire de parents, ou de demander à d'autres personnes de transmettre des messages. L'ordonnance ressemblait à un bout de papier, mais pour moi, c'était le premier document officiel de ma vie qui disait que leur version de l'amour n'était pas au-dessus de la sécurité de mon enfant. L'école de Théo a reçu leurs photos. Son professeur de piano a reçu leur nom. Le personnel du bureau savait qu'il ne fallait pas leur divulguer d'informations. Pour la première fois, les murs autour de mon fils n'étaient pas faits uniquement de mon anxiété. Ils étaient faits de règles que d'autres adultes acceptaient de faire appliquer. La clé USB a par la suite été examinée par les voies appropriées, et ce qu'elle contenait a rendu les choses encore plus laides. Il y avait des extraits audio de visites chez Marbel, des morceaux de conversations édités pour me faire paraître en colère et faire paraître Jonah instable. Il y avait des notes sur l'emploi du temps de Théo, des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux par d'autres parents, et un fichier intitulé « Préoccupations concernant la garde ». Russell avait construit une histoire, non pas parce que Théo n'était pas en sécurité avec nous, mais parce que le contrôle a besoin d'un costume avant de pouvoir entrer au tribunal. Le plan a échoué parce qu'ils se sont montrés impatients. Ils ont voulu m'effrayer rapidement, et en ce faisant, ils m'ont remis la preuve de ce qu'ils étaient prêts à faire. Les conséquences sont arrivées plus vite que je ne l'espérais. Russell a perdu un important partenariat de recommandation après que la rumeur se soit répandue qu'il avait été accusé d'avoir suivi un enfant et d'avoir caché un appareil dans un jouet.
Il a essayé de dire que c'était des commérages, mais les personnes qui faisaient autrefois confiance à sa voix raffinée entendaient désormais autre chose en dessous. Marbel a démissionné du comité de charité de l'église après que plusieurs mères ont déclaré qu'elles se sentaient mal à l'aise de l'avoir participé à l'organisation d'événements pour les enfants. Elle a raconté aux gens qu'elle était persécutée par une fille ingrate. Peut-être que certains l'ont cru. J'ai arrêté de m'en soucier. Pendant des années, j'avais protégé son image parce que je pensais que la dénoncer ferait de moi quelqu'un de cruel. Ce que j'ai enfin compris, c'est que protéger une fausse image peut laisser de vraies personnes sans protection. Nous avons déménagé à Burlington 3 semaines plus tard. Le déménagement n'a pas été magique. La sécurité n'efface pas la peur du jour au lendemain. Théo sursautait quand on sonnait à la porte. Il a arrêté de construire des maquettes de bateaux pendant un certain temps. Il a demandé si grand-mère et Russell pouvaient nous trouver grâce aux cartes. Reniflement, il a demandé s'il avait détruit la famille en disant la vérité. À chaque fois, Jonah et moi lui donnions la même réponse de différentes manières. Tu n'as rien détruit. Tu as dit la vérité. Les adultes sont responsables des choix d'adultes. Nous avons trouvé un thérapeute pour enfants qui l'a aidé à nommer ce qui s'était passé sans qu'il se sente responsable. Lentement, il est redevenu lui-même. Jonah a acheté un petit établi pour la chambre de Théo, mais il ne lui a pas mis la pression pour construire un autre bateau. Il a seulement laissé les pièces là et a dit, quand tu en auras envie. Un samedi pluvieux dans le Vermont, j'ai trouvé Théo assis à cet établi, de la colle sur les doigts et la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Il avait construit un nouveau bateau, plus petit que le premier, mais plus solide. La voile était blanche et il avait écrit dessus, personne sur uniquement. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte et j'ai pleuré silencieusement, non pas parce que mon fils était brisé, mais parce qu'il guérissait d'une manière qui disait la vérité. C'est la leçon que Marbel et Russell n'ont jamais comprise. La famille n'est pas un titre qui donne à quelqu'un la permission de contrôler, de menacer, de suivre ou d'effrayer un enfant. L'amour ne devrait jamais obliger un enfant à porter des secrets. L'amour ne devrait jamais demander à un enfant de choisir entre la sécurité et la loyauté. Le véritable amour respecte les limites. Et être un vrai parent signifie choisir la paix de son enfant plutôt que sa propre peur d'être jugé. Ce qui nous est arrivé m'a appris que l'éducation n'est pas seulement ce que les enfants apprennent dans les livres ou les salles de classe. C'est aussi les précieuses connaissances qu'ils acquièrent en regardant les adultes protéger les plus vulnérables, dire la vérité, et refuser de normaliser la maltraitance simplement parce qu'elle vient de la famille. Théo a appris que sa voix comptait. Jonah a appris que le silence, même s'il vise à prévenir la panique, peut laisser le danger dans l'obscurité trop longtemps. Et j'ai appris que fixer des limites ne détruit pas les familles saines. Cela ne fait que révéler les relations qui dépendaient de votre silence pour survivre. Ma mère a laissé mon fils en pleurs à ma porte avec un cadeau étrange parce qu'elle pensait que la peur me ferait obéir. Au lieu de cela, cette boîte est devenue la dernière chose qu'elle ait jamais utilisée pour contrôler mon foyer. Et si vous écoutez en vous demandant si le fait de protéger votre paix fait de vous une personne ingrate, souvenez-vous de ceci. Les personnes qui vous aiment vraiment n'auront pas besoin de votre silence pour se sentir puissantes. Elles voudront que vous et vos enfants vous sentiez suffisamment en sécurité pour parler. Nous espérons que cette histoire valait votre temps et qu'elle a laissé quelque chose de significatif. Tout ce qui se trouve dans cette vidéo est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Rappelez-vous que vous avez le droit de vous éloigner des personnes, des lieux et des relations qui n'ont su que blesser l'ancienne version de vous-même. Surtout quand votre guérison nécessite de la distance.